Comment choisir le meilleur pays pour s'expatrier et ce stratégiquement? C'est le sujet de cette nouvelle vidéo de notre chaîne H Stratégies dans laquelle on va coupler expatriation et stratégie. Avant de commencer, les rappels habituels, pense à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Tu peux également nous rejoindre sur Telegram où nous sommes plus de 3700 entrepreneurs investisseurs pour du contenu exclusif ou nous rejoindre sur Discord pour poser tes questions, avoir du contenu additionnel. C'est entièrement gratuit et tous les liens se trouvent dans la description sous cette vidéo. En guise d'introduction, dans cette vidéo, nous allons principalement nous concentrer sur la stratégie qui peut être mise en place, notamment les stratégies que je mets en place dans le cadre des accompagnements partenaires pour définir une stratégie d'expatriation sur mesure et au service de son enrichissement au niveau du choix du pays, de sa stratégie et de sa structure. Et ça, c'est très important puisque lorsqu'on est entrepreneur, on agit à titre personnel, donc sa situation personnelle, mais également à titre professionnel, c'est-à-dire la structuration du business. Pour ceux qui souhaitent avoir plus d'informations sur cet accompagnement, le lien se trouve dans le commentaire mis en avant et également dans la description. N'hésite pas à me faire un petit message sur Telegram ou Discord, je serai heureux de t'y répondre. Également, pour ceux qui veulent aller plus loin avec du contenu 100% offert, dans la description sous la vidéo et en haut à droite, tu vas trouver le lien d'Expat Stratégique Pro qui est un mini-programme stratégique sur l'expatriation entièrement offert qui va te permettre d'avoir une vision globale sur une stratégie d'expatriation et les points que tu dois prendre en compte, que ce soit au niveau de la résidence fiscale, que ce soit au niveau de ton business et des possibilités qui te sont offertes. Et également, nous organiserons un atelier privé en ligne. Tu peux t'y inscrire, il est 100% offert, où on verra que l'économie d'impôt seule est un levier trop faible pour s'enrichir massivement et surtout rapidement. Et on verra toutes les stratégies que tu peux mettre en place pour avoir le meilleur des deux mondes, clairement, dans cet atelier en ligne. L'inscription se fait dans la description et également dans les commentaires mis en avant. Rentrons dans le vif du sujet. Rentrons dans l'étape 1 d'une expatriation. L'étape 1 d'une expatriation, ça va être de déterminer son pays d'expatriation. Et pour déterminer son pays d'expatriation, la première étape que tu vas devoir mettre en place et sur laquelle tu vas devoir te concentrer, c'est quels sont tes besoins, quelles sont tes attentes et quels sont tes objectifs. Si tu as un objectif qui se chiffre en millions d'euros et que tu veux mettre des choses en place pour prévoir un exit, par exemple, les stratégies vont dépendre de tes besoins et de tes attentes. La première question que tu peux te poser, c'est est-ce que tu as suffisamment envie de passer du temps là-bas et est-ce que tu es obligé d'être résident, notamment lorsque tu as des juridictions qui sont fortement attrayantes d'un point de vue loisir. Ce que j'appelle d'un point de vue loisir, c'est les destinations d'expatriation où tu adores aller passer des vacances, mais ce n'est pas pour autant que tu vas accepter d'y vivre sur le long terme et surtout de savoir si tu vas pouvoir développer ton business depuis là-bas. Car si certains pays permettent de ne pas avoir besoin de passer 183 jours sur place, on rappelle, ce n'est pas la totalité. Certains vont l'obliger catégoriquement. Tu ne pourras pas être résident fiscal si tu ne passes pas 183 jours sur place. Attention également au principe de binarité fiscale. C'est un concept que je développe dans le Borderless Entrepreneur pour permettre d'avoir une certaine forme d'automatisme de réflexion. Et c'est le but. C'est que ce qui est un avantage dans un sens est forcément un inconvénient dans l'autre. Lorsque tu te dis, tiens, c'est cool, je n'ai pas besoin de passer 183 jours dans ce pays, ça veut dire que d'autres pays, tu n'as pas non plus besoin de passer 183 jours, par exemple en France, pour être considéré de résident fiscal. Donc, il faut penser à la vision d'ensemble et pas se cantonner uniquement sur un seul side, si on peut le dire de cette manière. Ici, on va raisonner en stratégie capitaliste, c'est-à-dire choisir le pays de manière stratégique et de garder une mobilité également et une certaine forme de liberté. Quand je disais que tu n'as pas besoin de passer 183 jours, c'est un peu flou, mais lorsque tu vas avoir des pays qui te le permettent, mais tu vas avoir également des conditions complémentaires sur lesquelles tu dois faire très attention et sur lesquelles tu ne dois pas faire la moindre erreur. Et également de voir certains pays, quelquefois dans leurs conditions de résidence fiscale, les 183 jours ne sont pas obligatoires, mais cependant, pour
obtenir le visa et le renouvellement de ce visa, c'est une condition nécessaire de passer 183 jours. Également, faites attention aux pays à conditions multiples de résidence fiscale. Quelquefois, passer 183 jours dans un pays ne peut ne pas être suffisant. Je pense notamment au Panama qui a réformé ses conditions de résidence fiscale récemment, en les copiant notamment sur le Costa Rica, qui impose de passer 183 jours sur place et d'avoir des revenus de source panaméenne. C'est important. Concernant le choix du pays, lorsque tu vas te focaliser sur une stratégie capitaliste, on va favoriser la création la plus rapide du capital pour te permettre d'avoir une certaine liberté à terme et de pouvoir aller là où tu veux sans te poser la moindre question. Mais on veut également avoir une forme de liberté. C'est-à-dire que au sein d'une stratégie capitaliste d'expatriation, on veut avoir une résidence fiscale dans un pays qui va te permettre d'avoir les meilleurs outils pour t'enrichir massivement sans pour autant t'empêcher de voyager en t'obligeant de rester 183 jours. Comment on peut définir ces pays très facilement? On va prendre un exemple, et c'est quelque chose que je recommande régulièrement de faire, c'est de décomposer une année par mois. Tu peux même le faire par hebdomadairement si tu as envie. Et ça va te permettre, par exemple, de te dire, OK, je n'ai pas envie d'être dans ces pays à ces époques-là. Je vais prendre un cas concret sur AH1. Et sur AH1, janvier, février, mars, avril, tu n'as pas envie d'y être. Non plus en octobre, novembre, décembre, tu n'as pas envie d'y être. Si tu prends, par exemple, Dubaï, c'est totalement l'inverse. Tu as envie d'y être, on va dire, de octobre à avril, mais tu n'as surtout pas envie d'y être en mai, en juin, juillet, août, septembre. Et d'ailleurs, personne n'y est. Donc, ça se superpose complètement. Si tu prends l'exemple de l'île Maurice, et on rajoute un pays dans ce critère, on se rend compte que tu as envie d'y être en janvier, février, mars, novembre, décembre, et que tu n'as pas forcément envie d'y être pendant l'été dans l'hémisphère nord et l'hiver dans l'hémisphère sud. Ce qui fait qu'au sein de ta stratégie, si tu te dis, tiens, je veux passer du temps à Dubaï, je veux passer du temps à Maurice, mais le problème de Dubaï, on va m'imposer de passer 183 jours, d'avoir des conditions de résidence fiscale sur place, d'avoir des coûts qui sont liés à ça. Maurice, j'ai envie d'y aller, mais je n'ai pas forcément envie d'y passer 183 jours, et c'est un critère, mais j'ai envie d'y aller passer du temps. Mais on peut tomber sur une stratégie cumulative qui va permettre de te dire, par exemple, je veux passer janvier, février, mars à Dubaï parce que c'est une superbe époque, j'ai du monde de là-bas, je dois faire du business là-bas. En avril, on le laisse en out. Tu peux dire, par exemple, je peux aller passer un mois en Indonésie, un mois en Thaïlande ou 2 mois en Thaïlande. En mai, j'ai envie d'être en France. Juin, juillet, août, je peux être dans une juridiction AH1. Et septembre, j'ai envie de le passer en France si c'est quelque chose qui te plaît ou le mettre ailleurs. Et d'octobre à décembre, j'ai envie de le faire à l'île Maurice. Et grâce à ça, grâce à ce panneau, on se rend compte qu'en fait, on peut remplir des conditions de résidence fiscale avantageuses, on peut garder de la liberté, on peut aller dans des pays sans forcément en avoir leurs inconvénients. Et on essaye de mettre en place et de cumuler les avantages en évitant les inconvénients. On se retrouve par exemple à aller à Maurice sans s'enfermer sur une île pendant 183 jours, mais à profiter de tout ce que Maurice peut offrir. On va également à Dubaï au meilleur moment, sans avoir à payer un loyer hors de prix toute l'année, sans avoir la fragilité, la résidence fiscale de Dubaï pour les Français, tout en ayant le réseau, le networking sur place lorsqu'on y va. On peut même apporter une optimisation complémentaire dans l'exemple si on veut passer un peu plus de temps à Dubaï et également optimiser fiscalement sur le point de vue professionnel. Mais là, c'est des stratégies qui sont un peu plus poussées et si on commence à les dire, ça va durer 1 heure à expliquer comment cela se met en place. On va également bénéficier de la facilité pour investir, développer son capital et être beaucoup plus efficient et rapide dans la constitution du dit capital. La liberté retient née d'un flux de revenus de ton capital et non pas d'un flux de revenus de ton travail. C'est important, c'est le capital qui rend libre et tu dois être capable de vivre des rendements de ton capital. La méthode qu'on a déployée ici, elle est relativement simple
à mettre en place. Elle est relativement simple à figer et à sécuriser. Ça va être l'approche de se dire bien structuré, et c'est du cas par cas individuel selon ta situation, avec beaucoup d'éléments à prendre en compte. Tu n'es pas forcément obligé d'être résident fiscal du pays dans lequel tu vas vouloir passer du temps. L'exemple Maurice, l'exemple Dubaï, l'exemple Indonésie, l'exemple Thaïlande. Et cette approche que je qualifie de capitaliste va permettre d'avoir une résidence fiscale dans un centre opérationnel. Ceux qui rejoindront Expat Stratégique Pro, je développe cette notion de centre opérationnel et que j'oppose au centre de loisirs. Et on en parlera également dans l'atelier privé auquel tu peux t'inscrire. Le lien se trouve dans la description. Et d'avoir une base où tu peux te retrouver quand tu n'as pas forcément envie d'être ailleurs. D'accélérer le développement de son capital, et donc en accélérant le développement de ton capital, c'est de développer, accélérer ta liberté. Car sans capital, tu n'auras pas de liberté, tu seras contraint à travailler sans cesse. C'est important. La personne qui reçoit 5 000 € de revenus du capital, pour moi, est beaucoup plus riche que le freelance à Bali qui touche 10K par mois. C'est important de le préciser. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses. Également, si le but est d'aller dans un pays de loisirs, on peut y mettre une stratégie capitaliste. Qu'est-ce que je veux dire par stratégie capitaliste ? C'est de définir et d'optimiser la structuration de ton business. On connaît l'optimisation fiscale. Ici, on va parler d'optimisation structurelle. L'entrepreneur, il doit porter son attention sur 2 axes. Celui qui veut s'enrichir massivement. Sa situation personnelle, qui est souvent juste liée à sa résidence fiscale, c'est ce qui va définir sa situation personnelle, mais également sa situation professionnelle, c'est réfléchir au niveau de sa société. Une société est une personne morale distincte de vous-même, mais c'est important de raisonner sur les 2 axes, perso et professionnel. Dans 95% du temps, c'est la résidence fiscale qui va définir la fiscalité de ta société. Alors, ça peut être un inconvénient, et rappelle-toi le principe de binarité. Lorsque tu as un inconvénient dans un sens, tu le tournes en avantage en faisant dans l'autre sens. C'est assez, ça peut paraître assez bizarre dit comme ça, mais ça fonctionne comme ça. Et on va prendre l'exemple d'un entrepreneur qui veut s'installer à l'île Maurice et passer 8 mois à l'île Maurice, 9 mois à l'île Maurice. Cependant, d'un point de vue capitaliste, l'île Maurice n'est pas l'idéal. Les outils sur place ne sont pas l'idéal. Mais très bien, on va optimiser cela. L'île Maurice est une destination attirant énormément d'entrepreneurs et je salue les entrepreneurs qui y vivent. Je pense notamment à Cédric. Mais l'île Maurice n'est pas forcément idéale d'un point de vue structure business pour faire du business sur Internet. Généralement, l'entrepreneur à Maurice, il suit la logique suivante. Il va créer une micro-entreprise, un self-employed à Maurice pour obtenir le visa. Certains vont créer une société avec ce même mécanisme. En fait, ils vont s'auto-sponsoriser, comme on le fait à Dubaï. Et ils vont utiliser une LLC américaine ou une LLP anglaise, généralement avec un compte Wise pour facturer ses clients, pour facturer... pour avoir accès au processeur de paiement, pour avoir accès à Stripe, PayPal, tu dois y avoir accès. On peut avoir accès au processeur de paiement avec la MCB, mais c'est relativement archaïque. Mais généralement, voilà la structure de base d'une personne. Et certains gardent leur société en France, pour facturer ses clients. Comment on va pouvoir optimiser structurellement sa société ? Je vais te renvoyer à une vidéo que nous avions fait, qui était la société offshore numéro 1 en 2024, qu'on appelle la MSO. Pour l'entrepreneur qui va à Maurice, on va être un peu plus astucieux, un peu plus judicieux, et on va se concentrer sur la création du capital en multipliant ses capacités d'enrichissement et en essayant d'anéantir les carences de l'île Maurice sur cet aspect-là. On va utiliser la MSO numéro 1 avec une stratégie de société virtuelle. C'est des choses qu'on a développées, les membres du Borderless Entrepreneur voient ce dont on veut parler. On va soumettre cette MSO au travers de la société virtuelle à la fiscalité de l'île Maurice. Ça, c'est très important.
on va dire dans ce pays, je ne veux pas payer l'impôt sur les sociétés de ce pays, je veux que vous me soumettiez cette société à la fiscalité de l'île Maurice. C'est un mécanisme qui peut paraître complexe, mais qui est relativement simple et qui ne te prend aucun temps parce qu'en réalité, ce n'est pas toi qui le fais. Généralement, sur la MSO1, c'est un formulaire à remplir et ensuite, c'est géré par la comptabilité. On va bénéficier de la fiscalité de l'île Maurice et donc optimiser à la fois sa fiscalité professionnelle sur sa société, mais également personnelle à titre individuel. On va bénéficier de l'infrastructure de la MSO1, c'est-à-dire de banques solides, d'accès au financement, d'accès au marché de capitaux, d'accès à la capacité de lever des fonds. Et on va éviter tous les inconvénients d'une société à l'île Maurice. Et on va également bénéficier de toute l'infrastructure business Internet, c'est-à-dire Stripe, PayPal, les processeurs de paiement, la sécurisation. Et on va faire la demande de Work Permit pour aller résider à l'île Maurice sur la société virtuelle de la MSO1. La méthode employée ici, c'est de se dire, OK, l'île Maurice est un paradis de rentiers, mais ce n'est pas forcément l'idéal pour développer son business. Tu dois avoir recours à des structures offshore avec des comptes Wise qui peuvent te virer du jour au lendemain. Ta société à l'île Maurice est très peu opérationnelle. Et ça va être difficile de mettre en place des stratégies de diversification sur la société à Maurice, alors que tu peux les mettre facilement sur la MSO1 d'un point de vue présentation du risque. On peut bénéficier de la fiscalité de son optimisation en étant à l'île Maurice au travers de sa résidence fiscale. On peut capitaliser sur une structure entièrement opérationnelle envers un business Internet qu'on peut conserver même si on quitte l'île Maurice et soumettre cette société à une nouvelle fiscalité. Pourquoi c'est important? Notamment, c'est important pour les personnes qui fonctionnent sous abonnement. Tu n'as pas envie de changer les outils. T'as pas envie, si demain, tu as une société, que tu pars dans un autre pays, que tu fermes cette société, que par exemple, tu as des offres en MRR, que tu as un SaaS, que tu as tout ça, ça va être, tu vas devoir repartir de zéro. Tandis que là, tu peux le conserver. Et surtout, tu as l'avantage, si tu as un SaaS, tu bénéficies de la fiscalité de l'île Maurice au travers de ton expatriation, mais ta société se trouve dans un pays où les personnes qui rachèteront ta société auront accès au financement, auront accès au levée de fonds beaucoup plus facilement que si tu essayais de revendre ta société à l'île Maurice. Donc, c'est le beurre et l'argent du beurre. On va avoir accès à l'ensemble des outils, que ce soit processeur de paiement, compte bancaire, facilité d'ouverture de compte bancaire à l'étranger. C'est beaucoup plus facile, par exemple, d'ouvrir un compte bancaire pour la société MSO1 en Europe que ça va être facile d'ouvrir pour une société dubaïote un compte en Europe. À part, je ne considère pas Payoneer comme un compte bancaire, mais dans des vraies institutions qui vont te permettre une diversification, des accès à des services, des accès à des financements. Et ça va être beaucoup plus facile d'ouvrir des comptes pour une MSO1 qu'une LLC américaine, qu'une LLP anglaise ou qu'une Limited à l'île Maurice. On va avoir accès également à l'ensemble des outils puisque ta société sera une société ayant accès aux processeurs de paiement, aux facilités d'ouverture de compte bancaire et tout ça. J'avais dit, je voulais partager une anecdote sur l'île Maurice et sur la stratégie d'expatriation à l'île Maurice pour vraiment expliquer le cas par cas, puisque c'est vraiment important et que je considère que une expatriation doit être un choix réfléchi au sein de sa propre stratégie et pas juste de dire « ouais, je pars dans ce pays parce que j'ai vu des vidéos et j'ai lu le guide du routard ». Je vais prendre un exemple puisque j'ai récemment assisté 2 entrepreneurs français du même âge, de la même région, ils devaient vivre à 20 km d'écart, avec la même situation familiale, et les 2 souhaitaient s'expatrier à l'île Maurice en connaissant les caractéristiques et les ambitions des 2 personnes. J'ai fait un conseil qui est totalement différent. Pour l'un, je lui ai dit que l'île Maurice était un choix parfait et que je le validais à 100%. Pour l'autre, je lui ai dit que ce n'était pas le choix optimal et qu'il y avait beaucoup mieux. La différence entre les deux, parce que c'est ça qui t'intéresse et c'est ça qui permet de justifier le cas par cas pour vraiment avoir une vision d'ensemble, parce que c'est difficile quand tu es la tête dans le guidon sur ton business d'avoir cette vision d'ensemble. Pour réfléchir out of the box, faut-il encore ne pas être inside the box?
L'un était dans la position du vachier, qui est pour moi la définition de la liberté financière, et donc était dans le cadre d'une expatriation d'un rentier. Et l'île Maurice, qui ne taxe pas les revenus du capital, était une destination parfaite. Le cadre de vie correspondait parfaitement et il n'avait pas besoin de certaines choses puisqu'il avait déjà tout fait en amont. Pour l'autre, il était sur la route de la position du vachier et donc avait encore besoin d'outils capitalistes pour créer son capital. Et le fait de s'expatrier là-bas et d'utiliser une LLP ou une LLC comme 80% des gens font à l'île Maurice avait un coût d'opportunité bien trop grand sur la voie de son enrichissement. C'est-à-dire qu'en fait, elle est à l'île Maurice, certes, elle allait lui faire une économie, mais la perte d'opportunité qu'il pouvait avoir dans le développement de son business, dans le développement de side projects, et tout ça était bien trop grande. Il n'est de si bonne compagnie qu'il ne se quitte, donc il va être temps pour moi de conclure sur cette vidéo et d'expliquer un principe qui est relativement important pour ceux qui sont restés jusqu'ici. Sur Internet, on te dit que tu peux bosser de n'importe où à partir du moment où tu as une connexion Internet. Ça a largement induit en erreur de nombreux entrepreneurs qui n'ont pas fait la distinction entre un pays capitaliste, si je peux le dire comme ça, et un pays communiste. C'est-à-dire un pays qui va favoriser la création d'un capital et de l'autre côté, un pays où tu ne pourras pas créer ce capital, qui peut être une expatriation de rentier. Car effectivement, si tu vas encaisser de n'importe où avec un montage à la gitempreneur qui occulte complètement l'aspect professionnel de ton enrichissement, mais libre à toi, mais en passant à côté des outils capitalistes, tu vas avoir un coût d'opportunité, un coût de renoncement énorme. On peut grandement atténuer, mais pas totalement effacer, c'est la nuance importante, c'est-à-dire on ne peut pas effacer les inconvénients d'un pays, mais de toute façon, il n'y a aucun pays qui est parfait. On peut atténuer certains points, nous l'avons vu avec l'exemple de l'île Maurice et avec l'utilisation d'une MSO, mais il va être indispensable de se faire accompagner et connaître l'ensemble des possibilités légales et stratégiques à ta disposition. Tu as l'aspect légal, c'est-à-dire que tu veux mettre quelque chose en place, tu ne veux pas qu'il y ait une mauvaise virgule pour avoir des problèmes ensuite, mais tu veux également du conseil stratégique pour faire le meilleur choix. Je vois de plus en plus d'entrepreneurs, et je le vois notamment au travers de coaching personnalisé, pour ceux qui veulent en réserver un en one-to-one, le lien se trouve également dans la description, un peu de publicité. Je vois que de plus en plus d'entrepreneurs, ils se rendent compte que même s'ils ne payent pas d'impôts ou très peu d'impôts, ils ont une énorme perte de chance sur leur business avec cette structure en ayant négligé le développement stratégique de leur business pour atteindre un capital et qui sont obligés de tout faire sur fonds propres, que quelquefois, au moindre problème, ça peut leur ralentir le développement et que généralement, ils ont perdu 3 à 4 ans d'historique où ils auraient pu mettre tout ça en place. Alors qu'au final, s'ils avaient mis la même structuration en place, ils paieraient le même impôt, sauf pour ceux qui font des raccourcis à ce niveau-là, mais ils auraient certes dépensé plus dans la mise en place. Ils auraient des coûts de fonctionnement légèrement supérieurs, on ne va pas se mentir. Tu ne vas pas payer moins cher avec plus d'avantages, mais ils regrettent de ne pas avoir vu ça dès le début. Il y a une personne nomade capitaliste qui dit d'aller where you are treated best, mais généralement, il est sur des rentiers qui ont vendu leur business. Moi, je dis d'aller where you get free the fastest. En d'autres termes, mettre la meilleure stratégie au service de ton enrichissement. Tu veux aller là où tu vas t'enrichir le plus massivement possible. Car économiser seulement des impôts pour s'enrichir est une méthode qui est bien trop lente selon moi. C'est un peu comme le frugaliste qui va acheter des yaourts périmés pour économiser sur ses courses et s'enrichir en mettant l'économie de ces yaourts périmés sur un ETF notamment. Il y a deux philosophies dans la vie. Il y a ceux qui se contentent de ne pas payer beaucoup et qui pensent que cette économie va leur être bénéfique et que ça va être le pilier de leur enrichissement. Et de l'autre côté, il y a des personnes qui se concentrent de faire beaucoup plus avec beaucoup moins. Pour ceux qui veulent aller plus loin, comme je l'ai dit, n'oublie pas de t'inscrire à l'atelier privé. Tu peux cliquer directement là. Et également, j'avais fait un comparatif capitaliste et je fournissais la matrice des meilleurs pays où s'expatrier. Le taux de like est de 97,6%. Donc, ça veut dire que tu auras beaucoup de valeur dans cette vidéo. Pense également à t'abonner et à activer les notifications. Et on se retrouve très prochainement pour du contenu sur l'expatriation, sur les stratégies et sur ton enrichissement. Ciao, ciao.